mais notre mission, c'est de faire connaître ces pratiques les plus innovantes. Pour vous donner un exemple très concret, on vient de réaliser une étude avec la Poste, la Direction des ressources humaines, pour mettre en valeur les quelques hommes qui prennent un congé parental. Chaque année, au sein de la Poste, il y a une cinquantaine d'hommes qui prennent un congé parental. Je parle bien congé parental et pas congé paternité, et un des congés supérieurs à 6 mois. Vous savez que c'est une pratique récurrente, à savoir le peu d'appétence des hommes à pouvoir utiliser les dispositifs parentaux, puisqu'on est sur 97% de congés pris par des femmes. Donc comment intéresser les hommes? Voilà, on a fait cette petite enquête tout à fait sympathique, justement pour mettre en avant des rôles modèles positifs et intéresser les hommes. Alors, à titre personnel, je suis aussi engagé puisque je siège au laboratoire de l'égalité. Vous connaissez peut-être cette structure qui a été créée en 2010, qui a la volonté d'apporter un peu d'innovation sur ces questions d'égalité. Et on vient d'ailleurs de publier, on avait demandé à différents membres du conseil d'administration de faire une petite brochure. Et il m'incombait de mettre en débat la question des tâches ménagères, puisque derrière ce titre, et si on en finissait avec la ménagère, c'est comment mettre en débat public la question de la répartition des tâches entre les hommes et les femmes dans le travail domestique. Est-ce que c'est un sujet d'ordre privé? Est-ce que c'est un sujet d'ordre public? Depuis des années, je dis régulièrement, il ne peut pas y avoir d'égalité dans la sphère politique et la sphère professionnelle s'il n'y a pas d'égalité dans la sphère domestique. Donc vous voyez aussi toute la difficulté de mettre en débat ces questions, puisque là, ça nécessite de réinterroger sa propre vie de couple, ses relations avec ses enfants, avec sa famille, et donc ça n'est pas qu'un enjeu effectivement professionnel ou public. Au niveau professionnel, donc, notre réseau a beaucoup travaillé sur ces questions d'égalité. Vous avez quelques-unes de nos publications, avec d'ailleurs un site internet dédié aux questions d'égalité depuis 2005, et avec la volonté aussi de promouvoir le dialogue social, puisque sur ces questions, vous savez qu'il y a des obligations de négociation dans les entreprises au-delà de 50 ou de 300 salariés, et que cette obligation est finalement n'est pas réellement mise en œuvre, puisqu'il n'y a pas forcément d'appétence, aussi bien du côté de la direction des entreprises que du côté des organisations syndicales, à mettre ces questions en débat. L'égalité femmes-hommes est toujours le dernier sujet que l'on va traiter une fois qu'on aura traité des choses sérieuses. Donc, la raison pour laquelle, dans toutes nos publications, nous avons eu le souci d'impliquer les organisations syndicales de salariés, d'organisations patronales. Sujet aussi intéressant avec l'égalité, c'est qu'on touche finalement aux pratiques d'organisation et que le plafond de verre, les difficultés que peuvent rencontrer les femmes, nous les retrouvons aussi bien dans le monde associatif, le monde syndical, le monde politique, le monde de l'entreprise ou le monde patronal. Donc quand nous avons à nous interroger, à ouvrir la réflexion de l'égalité femmes-hommes, c'est aussi en interrogeant ses propres organisations. Et si vous êtes effectivement représentant plutôt du monde de l'entreprise, pourquoi nous n'arrivons pas à mettre en débat cette question de l'égalité dans les chambres consulaires, dans les unions patronales et tous les réseaux professionnels qui restent encore très masculins. Comme vous le savez, en matière d'égalité, nous n'avons pu avancer que parce qu'il y avait des obligations légales. Depuis maintenant 2010, il y a des sanctions financières pour des entreprises d'une certaine taille qui ne mettent pas en place des politiques, soit plan d'action, soit accords négociés. Tout à l'heure, on me disait que même ces obligations n'étaient pas respectées, mais il y a quand même cette épée de Damoclès avec des sanctions qui peuvent représenter jusqu'à 1% de la masse salariale. Donc je peux vous dire que ça a été quand même un élément motivant pour les entreprises à s'engager. Il y a la mobilisation des associations féministes, bien évidemment, et depuis quelques années, là je parle de l'égalité dans les entreprises, la mobilisation d'un certain nombre de réseaux professionnels, réseaux d'entreprises. Ça peut être FAS, vous avez des FAS locaux qui sont fortement présents sur la région. Ça peut être des organisations professionnelles, certaines d'entre elles s'intéressent au sujet, syndicats de salariés. Et puis nous avons maintenant tous les réseaux de femmes dans les entreprises, inter-entreprises, ou des réseaux comme les vôtres qui portaient cette question
et c'est tout, je dirais, tout l'intérêt après de pouvoir croiser ces réflexions entre les différents réseaux et acteurs. Alors nous-mêmes avions été confrontés à cette difficulté de porter la question de l'égalité dans les entreprises. On en voulait simplement déjà comme témoin le fait qu'à chaque fois que nous avions une réunion, conférence, il n'y avait que des femmes qui étaient présentes. Et donc on se disait, mais finalement, pourquoi les hommes iraient sur ces questions-là? Et ça nous a amené à une réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à construire un argumentaire pour intéresser les hommes à s'impliquer sur ces questions-là? En partant du postulat, finalement, l'égalité, est-ce que c'est un jeu à somme nulle ou pas? Parce que s'il y a des avancées pour les femmes, si les femmes vont être davantage promues, puisque vous savez qu'il y a le plafond de verre, davantage augmentées, il y a encore un écart de 15 à 20% écart salarial, je ne vous parle pas des écarts en matière de retraite, on est sur des différences de 50%, et donc finalement, si on améliore la situation des femmes, il y aura un perdant puisqu'il y a un gagnant dans la logique traditionnelle. Et donc on a essayé de réfléchir finalement à cette problématique gagnant-perdant, ou ce qui est très à la mode, le win-win, où tout le monde est gagnant. Mais à force de mettre en avant cette logique du win-win, il faut aussi pouvoir en apporter du concret et de la réalité. Voilà. Et puis constatons aussi que l'égalité restait une affaire, pour être un peu vulgaire, une affaire de bonnes femmes. Donc nous nous sommes dit, on ne peut pas durablement porter ces questions d'égalité dans les entreprises, mais dans l'ensemble des organisations, si finalement nous n'impliquons pas les hommes. Et pour deux raisons, parce que, un, ils peuvent être des forces de résistance, et nous sentons bien, et d'ailleurs l'actualité politique est là pour nous le démontrer, quand nous mettons en place des outils pédagogiques, c'est le kit pour l'égalité, l'ABC de l'égalité qui a été proposé aux établissements d'enseignement supérieur secondaire, vous avez vu des réactions extrêmement rétrogrades, réactionnaires, voire dans notre cas masculinistes. Et finalement, vous avez des mouvements qui sont en train de s'organiser en disant on a peut-être été trop loin dans les avancées pour les femmes, en niant d'ailleurs le fait qu'il puisse y avoir encore des discriminations, et est-ce que nous n'avons pas nous-mêmes, en tant qu'hommes, à revendiquer des droits? Et donc ce qu'on appelle les mouvements masculinistes, nous l'avons vu au Canada, nous le voyons dans d'autres pays, et là avec des approches très violentes, d'où l'intérêt de construire aussi des argumentaires pour dire non seulement vous ne serez pas perdants, messieurs, mais peut-être que vous serez gagnants, ou en tout cas vous pourrez trouver quelques bénéfices. Et puis le fait d'aborder la question de l'égalité pour les hommes, c'est aussi d'ouvrir de nouvelles problématiques qui restaient peut-être un peu tabous. Avec ces difficultés, c'est que le monde de l'entreprise reste fondamentalement un modèle de compétition, un modèle de performance. Quand vous reprenez toute la terminologie, effectivement, dans la communication des entreprises, vous avez une communication très guerrière, très viriliste. C'est finalement, c'est marche ou crève, et on le voit bien dans les négociations pour les commerciaux, voilà, on est obligé d'écraser son adversaire et on ne raisonne que dans des logiques, effectivement, où si l'un avance, c'est au détriment de l'autre. Bon. Et donc, toutes les valeurs que nous cherchons à promouvoir dans la société vis-à-vis de nos enfants, la démarche collaborative, participative, finalement, a du mal à trouver sa place dans le monde de l'entreprise. Pour vous donner un exemple très concret, la dernière université du MEDEF, il y avait un atelier qui s'appelait « L'art de la guerre ». Et il y avait un petit commentaire pour expliquer qu'est-ce qu'on allait trouver dans cet atelier. Et ça terminait par le terme « chassons en meute ». Vous voyez cette expression qui est quand même assez... Je ne sais pas si, je dirais, pour aborder ces questions d'égalité, on utiliserait, vous auriez envie d'utiliser cette expression « chassons en meute ». C'était dans la terminologie, effectivement, de cette université d'été. Alors, pour aborder cette question de l'égalité pour les hommes, pendant très longtemps, on a mis en avant, et c'est vrai qu'on n'était pas forcément, nous, très à l'aise sur cette question, des valeurs féminines et valeurs masculines. Et ça, c'est peut-être un travers, je dis, pour les réseaux de femmes, qui était de dire il faut que nous mettions en avant, en valeur, nos compétences qui nous sont propres, nos valeurs. Et c'est vrai que nous, les femmes, nous portons des compétences que n'ont pas les hommes.
Et donc là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'essentialisme, à savoir que les femmes ont des compétences et les hommes ont des compétences qui sont différentes. Et c'est toute la pratique de la complémentarité. Vous savez qu'en Tunisie, d'ailleurs, la Constitution voulait poser le principe de complémentarité. Donc les hommes ont des valeurs, voire même dans le fait que ces valeurs sont ancrées, je dirais, de manière biologique. Finalement, c'est cerveau gauche, cerveau droite, etc. Avec un intérêt, c'est que oui, les entreprises ont besoin de valeurs féminines, mais que si on va trop loin dans cette logique-là, c'est que là où nous avons besoin de valeurs féminines, à ce moment-là, nous avons peut-être intérêt à recruter et promouvoir des femmes, mais là où nous n'avons pas besoin de ces valeurs-là, finalement, on peut se passer d'elles. Et donc, on n'est plus sur des principes d'égalité, on enferme les femmes dans des postures, autour notamment de la féminité. Mais à l'inverse, on enferme aussi les hommes dans une posture. Et nous avons repris finalement des travaux internationaux de chercheurs qui posaient le concept de norme masculine, à savoir que finalement, dans ces pratiques d'inégalité, de discrimination, chacun est enfermé dans une posture, un rôle. L'homme dans une posture de normalité masculine, ce qu'on appelle l'injonction aussi à la vérité. Christophe Palkos, à qui vous avez donné la parole, en parle très bien, de cette maison des hommes, de cette injonction à la vérité. Et puis vous avez l'injonction aux valeurs féminines, qui est aussi prenant. Et que finalement, ce statut, ces discriminations, ces stéréotypes impactent aussi bien les hommes que les femmes. Alors, dans les normes dites masculines, les chercheurs les présentent, disent qu'il y en a 4 ou 5. Donc, il y a, première des normes, éviter le féminin. C'est tout, quand on est un homme, on en a, vous voyez tout ce à quoi je peux faire référence. Et donc, dès lors qu'on va avoir une attitude, une tenue vestimentaire, une relation avec ses collaborateurs qui s'apparenterait à de la bienveillance, je dirais à ce qui pourrait apparaître de la féminité, on n'est plus un homme. Voilà. Et derrière ça, c'est toute la question de l'homophobie. C'est le rejet de ce qui peut être féminin chez un homme. Et je dis ça parce qu'on le voit bien dans les modèles éducatifs, dans les jouets. On accepte à la limite que nos filles puissent jouer avec des camions de pompiers, etc. Mais qu'un notre garçon puisse jouer à la dinette, on va l'envoyer chez le psychiatre parce que, est-ce qu'il n'est pas homosexuel? Et on se préoccupe de cette question parce que ce n'est pas naturel pour un garçon de pouvoir effectivement adopter des attitudes classiquement féminines. Deuxième norme, et là c'est à rentrer bien évidemment que ces normes vont s'exprimer de manière différente selon les catégories sociales, selon les milieux professionnels, selon les niveaux de responsabilité. Donc là c'est à rentrer. La notion est un gagnant, ce besoin de se comparer en permanence. Je compare mon salaire, je compare effectivement, et c'est toute la manière dont les entreprises vont organiser ces systèmes de reconnaissance. Et là, vous avez l'exemple d'un cadre qui a été promu. Et bien, cette reconnaissance sociale, professionnelle, va se faire au travers d'un certain nombre d'attributs. C'est la cylindrée de sa voiture. Interrogez autour de vous combien les entreprises proposent pour leurs commerciaux des voitures de cylindrée différentes selon le niveau de responsabilité. Dans certains cas, c'était même, on m'avait raconté, l'épaisseur de la moquette. J'étais promu, j'avais une moquette différente. J'avais 4 fenêtres au lieu de 5 fenêtres. La taille du bureau, etc., etc. On n'imagine pas, imaginez, je dirais, la capacité des êtres humains à pouvoir mettre en place des signes de reconnaissance symbolique pour bien montrer qu'effectivement, on a atteint un niveau de pouvoir, un niveau de responsabilité. En méconnaissant le fait que cela peut coûter cher, parce que finalement, changer de bureau, de taille de moquette, etc., selon le niveau de responsabilité, je peux vous dire que pour les directions achats, c'est davantage finalement de contraintes. Et j'avais un assureur, une entreprise du secteur de l'assurance, qui gérait plus de 30 modèles différents en termes de voitures pour intégrer, je dirais, ces éléments de reconnaissance sociale.
Autre point qui est un point aussi important, c'est que quand on est un homme, on n'exprime pas d'émotion, de faiblesse, ne jamais montrer de faille dans l'armure. Hein, c'est ce qu'on a, voilà, le syndrome d'Atlas où finalement on encaisse, on subit. Voilà. Et là, c'est cette difficulté pour les hommes à pouvoir exprimer des fragilités. Vous avez peut-être vu des collègues, des personnes pleurer, c'est plutôt des femmes dans l'entreprise. Est-ce que ça vous est arrivé de voir un homme pleurer? En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. En mettre plein la vue, c'est aussi, je dirais, la suite de l'autre norme, toujours ce besoin de se mettre en compétition. Hein, compétition de manière individuelle, c'est prendre des risques. Hein, c'est la valorisation des risques. Et ça, nous verrons tout à l'heure que cette norme dite masculine a des conséquences extrêmement préjudiciables pour les entreprises, pour les individus, notamment en termes de santé. Et puis, dernier point, cette logique de clan, ce besoin d'être entre soi, hein, et donc de passer beaucoup de temps dans les réseaux, professionnels notamment, mais pour avoir cette reconnaissance, puisque les hommes qui n'investissent pas les réseaux peuvent être marginalisés. Parce qu'à défaut d'adopter ces normes, finalement, on va pouvoir être marginalisé. Et donc, en disant ça, ça veut dire que les hommes payent le prix fort de cette injonction à ce que nous appelons les normes masculines. Voilà. Alors, finalement, une fois que j'ai présenté ces normes, qui sont décrites d'ailleurs et avec le souci d'avoir une accroche ludique et pédagogique, parce qu'il faut trouver ou les arguments ou en tout cas les visuels pour mettre un peu d'humour sur ces questions-là, c'est de voir finalement pourquoi la société, les entreprises, et c'est peut-être aussi une préoccupation pour vous, la question des PME, hein, des entreprises de petite taille, comment elles peuvent aussi trouver un intérêt à impliquer les hommes. Je dis ça parce que nous n'arrivons pas en France à intéresser, impliquer les petites entreprises, les TPE sur ces questions d'égalité. Ça reste quand même l'affaire des grandes multinationales, des grandes entreprises, des grandes collectivités. Hein, mais que les acteurs de terrain, ceux que vous côtoyez, ont 1000 sujets plus prioritaires à traiter que la question de l'égalité. Donc c'est aussi peut-être revisiter cette pratique de l'égalité pour intéresser finalement le maximum d'acteurs. Préalable dans le fait d'avoir une accroche pédagogique en direction des hommes, pour en faire des sujets et des acteurs d'égalité, c'est qu'il y a une reconnaissance quand même des inégalités que peuvent subir les femmes. Et je dis ça parce que très souvent, malheureusement, il y a négation des inégalités, même d'hommes très engagés. Il en faut regarder la question du travail domestique. Les hommes trouvent toujours qu'ils en font beaucoup, suffisamment, et les femmes trouvent qu'ils n'en font jamais assez. Donc il y a souvent un décalage entre la perception de l'engagement, de l'implication des hommes sur ces questions et de la réalité de cette implication. C'est aussi vrai dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée. Et donc la question de l'implication des hommes passe par le fait aussi d'une identification du problème qui touche les femmes, que ce soit sur les questions de discrimination à l'embauche, les salaires, les violences. Hein, il y a un sujet complètement tabou que sont les violences sexistes. Hein, Brigitte Grésy appelle ça le sexisme au quotidien, les blagues douteuses. Et on ne fait même plus attention parce qu'on part de l'idée, ça s'est toujours fait comme ça, et je suis dans un monde d'hommes, et je dois accepter malheureusement cette violence masculine. Et donc il n'y a même plus de recherche finalement d'interrogation sur ces questions-là, parce qu'on part du postulat, dans la politique, de toute façon il y aura de la violence, dans le monde de l'entreprise il y aura de la violence, est-ce que c'est quelque chose qui peut être accepté ou pas, mais encore faut-il avoir conscience de cette violence verbale, physique, qui passe par des sous-entendus, etc., mais qui reste encore fortement présente dans un certain nombre de lieux de pouvoir. C'est donc la question du sexisme et la question des violences conjugales, hein, qui a du mal à être traitée, je dirais, dans la sphère privée. Quelques entreprises ont une réflexion sur le fait de mettre en débat la question des violences conjugales. Je prends un sujet pointu
mais ça me donne la possibilité de l'ouvrir largement et d'en faire un enjeu stratégique. Voilà. C'est bon ? C'est vraiment ce qui vous a impressionné dans la brochure de l'Ordre, ce que vous pourrez prendre. Voilà. Alors, sur la question des métiers, vous savez qu'en France, nous n'avons quasiment pas évolué en 30 ans dans la mixité des métiers. Nous avons des métiers totalement masculins, des métiers totalement féminins, et il y a cette fatalité des entreprises que vous dites je ne peux pas recruter des hommes des femmes parce que on est dans le BTP, on est dans l'automobile, et vous avez dans tous les métiers tournés vers la petite enfance, c'est des métiers de femmes. Et là, on vous explique que de toute façon, c'est impensable qu'un homme puisse travailler en crèche. C'est impensable qu'un homme soit homme de ménage. C'est impensable qu'un homme soit assistant maternel. Et vous voyez que là, nous touchons à la fois à des enjeux d'organisation dans les entreprises, mais à des logiques de représentation. Est-ce que nous acceptons, en tant que parents, je dis ça parce que c'est toujours un test intéressant, je dépose mon enfant à l'école, à la crèche, est-ce que j'accepte que mon enfant, je le donne dans les bras, je le mette dans les bras de la puéricultrice, mais si c'est un homme, est-ce que je n'aurai pas un gel de répulsion? Et vous voyez que là, on est dans l'absurdité, ou en tout cas dans le questionnement individuel comme le questionnement collectif. Et là, il faut à la fois interroger nos systèmes d'éducation, effectivement nos valeurs en tant que parents, mais aussi qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui des métiers sont devenus totalement masculins ou féminins, alors qu'on a une démonstration qui est faite par des professionnels que tous les métiers peuvent être ouverts aux femmes comme aux hommes. Et que quand nous ouvrons un métier sexué à l'autre sexe, finalement, on a des personnes encore plus motivées qui ont la volonté effectivement de progresser, etc., qui questionnent, notamment sur la question des conditions de travail. Et le fait, par exemple, d'avoir abordé la question de la mixité des métiers dans le secteur de l'automobile et du BTP a permis de repenser la question des conditions de travail. Parce que les métiers sont pénibles pour tous. Vous imaginez quelqu'un dans le BTP travailler jusqu'à 70 ans, monter sur le toit, être carreleur, etc. La pénibilité, elle existe. Voilà. Donc, cette question-là qui était taboue, parce que c'est vrai qu'il y avait une culture masculine à encaisser une certaine pénibilité, voire à affecter les hommes à des métiers dits pénibles. Je dis ça parce que dans les infirmiers, typiquement, quand vous avez quelques infirmiers masculins, on leur dit « Ah tiens, toi tu vas t'occuper du port des charges, tu vas t'occuper de porter les malades quand ils sont trop lourds. » Mais on ne se pose pas la question, quand on n'a pas d'hommes, les femmes subissent cette pénibilité, les hommes subissent cette pénibilité. Est-ce que nous pouvons imaginer des solutions techniques, des solutions organisationnelles pour réduire cette pénibilité? Voilà. Donc là, c'est un exemple très concret. C'est facile à énoncer, c'est plus difficile à mettre en œuvre, mais le fait d'avoir une vraie mixité des métiers, je peux vous dire que ça génère des changements tout à fait intéressants. Mais là, l'entreprise n'est pas la seule responsable. Vous avez la volonté, par exemple, de recruter des femmes, vous n'avez que des CV d'hommes, qu'est-ce que vous faites? Et est-ce qu'à ce moment-là, vous allez voir le système éducatif, le système d'enseignement supérieur, pour finalement promouvoir ces métiers, se dire, j'ai quelques hommes qui sont assistants de maternelle, eh bien, je vais les faire témoigner dans un lycée, dans un collège, etc., pour démontrer que c'est quelque chose qui est possible. Et que si je m'appelle Mohamed, par exemple, et que je décide d'être assistant de maternelle, je ne sois pas stigmatisé par tous mes camarades de classe, parce que imaginez la situation, effectivement, d'un enfant qui n'a pas forcément la capacité de faire des études longues, annoncer à ses camarades masculins qu'il a envie d'aller sur un métier féminin, dit féminin. Et inversement, et puis après, c'est le système d'orientation, ma fille, tu seras coiffeuse, etc. Voilà. Donc là, on voit qu'effectivement, en touchant ces questions-là, ça interpelle les collectivités, le monde éducatif, les parents, les entreprises, mais avec la volonté de croiser les réflexions en se disant on n'est pas capable, nous en tant qu'entreprise, nous en tant qu'établissement d'enseignement, d'apporter une réponse. Donc il faut mettre en place des partenariats pour trouver des solutions qui seront des solutions discutées, mises en œuvre de manière participative. Alors, accessoirement, on s'est rendu compte que là où les femmes étaient très majoritaires,
C'était des métiers où les compétences n'étaient pas reconnues à leur juste valeur. C'était des métiers où les salaires étaient beaucoup plus faibles. Et là, vous avez d'ailleurs un rapport du Défenseur des droits qui met en exergue cette problématique, avec d'ailleurs, nous le citons, un arrêt de la Cour de cassation qui dit, par exemple, qu'une DRH doit avoir le même salaire qu'un directeur financier. Ils sont tous les deux au comité exécutif, ils ont tous les deux la même charge de travail, etc. etc. Ça n'est pas parce qu'il y en a un qui est DRH, voilà, parce que jusqu'à présent, dans la notion de salaire égal, on comparait les salaires d'un DRH par rapport à un autre DRH, et là, la Cour de cassation va beaucoup plus loin. Je dis ça parce que les DRH ou les directions de la communication, ce sont principalement des femmes. Mais ce sont des métiers ou des fonctions où les niveaux de salaire seront très inférieurs à des directeurs financiers ou des directeurs opérationnels. Question de santé, alors là c'était la question complètement taboue qu'on a mis en débat. Ce qu'on appelle le modèle sacrificiel masculin amène les hommes à prendre des risques et ça va se traduire en termes de pathologie. Là vous avez les chiffres publics sur la mortalité qu'on appelle, qui pourrait être évitée. Mortalité liée à l'alcool, tabac, suicide. 75% en moyenne de surmortalité masculine. Donc, et là, vous avez un autre chiffre tout à fait intéressant. Quand vous cumulez les risques, 92% des conducteurs impliqués dans un accident mortel avec taux d'alcool positif sont des hommes. Donc, quand on nous explique que les femmes ne savent pas conduire, etc., qu'on ne va pas leur passer le volant, vous voyez que notre société ne peut pas se permettre d'avoir, je dirais, une prise de risque aussi importante avec tout ce que ça va impliquer sur nos systèmes de santé, sur les systèmes de prévoyance dans les entreprises. Quand vous avez un salarié qui rentre chez lui, est-ce que vous pouvez admettre effectivement le pot de discussion, vous savez, les hommes qui refont le monde après la fin de la journée. Après, si cette personne prend le volant pour rentrer chez elle, vous savez que maintenant les tribunaux sont très attentifs et que l'entreprise peut être condamnée parce qu'elle a laissé partir un salarié en situation d'alcoolémie. Et donc c'est de sa responsabilité. Avant on disait ça ne me concerne pas. Et donc qu'est-ce qu'on peut conduire comme politique, vous voyez, pour finalement limiter cette prise de risque? Est-ce que c'est une prise de risque acceptable? Je dis ça parce qu'on nous dit que nous avons besoin de risques de notre société, dans notre société. Mais est-ce que ce type de risque, nous pouvons l'accepter pour nos conjoints, pour nos enfants, pour nos garçons, nos filles? Voilà, c'est un sujet, vous voyez, qu'on peut mettre en débat, qui est celui de l'alcool, qui est resté tabou. La question des modes d'organisation, le système de présentéisme. Vous savez qu'il était de bon temps dans les entreprises, alors tout dépend de la taille, etc., de faire du RAM et de montrer qu'on était motivé. Donc la motivation se manifestait par le fait de rester dans le bureau du chef, on refait le monde. Voilà, donc on a beaucoup parlé du présentéisme et donc des systèmes comme les chartes des temps, chartes des réunions. Alors je ne l'ai pas mis dans mon transparent, maintenant on a une vision peut-être un peu plus critique du présentéisme. Il y a ce présentéisme, mais qui est peut-être mis un peu trop en avant. Il y en a 3 autres pour nous. C'est le présentéisme imposé, c'est-à-dire que maintenant les cadres ont une telle charge de travail que s'ils veulent traiter de tous leurs dossiers, il faut qu'ils arrivent tôt le matin et qu'ils partent tard le soir. Et ça, c'est une réalité complètement taboue. C'est qu'une telle charge de travail qu'on est obligé de faire des journées à rallonge, c'est pour les cadres au forfait. Ça, c'est une autre forme de présentéisme dont on ne veut pas parler. Et donc, ça pose la question, quelle charge de travail acceptable pour mes salariés? L'autre forme de présentéisme, c'est le fait de décaler ces heures d'arrivée et de départ pour éviter les bouchons. Je ne sais pas si certains d'entre vous le faites, mais quand vous partez à 7 h du matin, vous mettez un quart d'heure en voiture dans mais si vous partez à 9 h du matin, c'est 1h30. Et puis, alors, il y a une 4e forme de présentéisme, et là qui est encore plus tabou, qu'on décrit dans ce petit support, c'est que ça arrange bien certains de nos cadres, de salariés, qui est de rentrer chat. Ah chérie, mon chef m'a convoqué dans son bureau,
Et pendant ce temps-là, eh ben, vous avez la nourrice, vous avez le conjoint qui va faire effectivement préparer le repas, etc. Et vous arrivez le soir, 21h, les enfants sont couchés. Vous évitez tout le stress, toute la fatigue nerveuse liée au fait de s'occuper des enfants. Ce qu'on appelle la troisième journée, la deuxième journée pour les femmes. Voilà, et je peux vous dire, ayant moi-même 3 enfants, ce n'était pas toujours quelque chose de passionnant qu'on a envie. Voilà, c'est quand même plus sympathique d'arriver une fois que les enfants sont couchés, que les devoirs sont faits. Je ne vous parle pas du suivi scolaire, qui peut être quand même quelque chose de très contraignant. Et donc le prétexte à ce qu'on appelle les stratégies d'évitement des hommes. Donc je mets en avant le fait, les contraintes de l'entreprise pour échapper aux contraintes domestiques. La violence, bon, je n'ai pas le temps de le développer. Il y a une violence masculine taboue dans le sens où cette violence s'exprime vis-à-vis des femmes, mais elle s'exprime vis-à-vis des hommes. Ce qu'on appelle l'injonction à la virilité. Et c'est vrai que tout dans le parcours du garçon va le ramener à cette injonction à la virilité. C'est les bagarres dans la cour de récréation, c'est les activités sportives qu'on va choisir pour effectivement soit viril, soit plutôt, et donc le foot, le rugby, pour bien montrer qu'on s'inscrit dans cette virilité. Pour ceux de ma génération, c'était le service militaire, qui était aussi cette maison des hommes. Voilà. Et là, pour reprendre les propos de Christophe Dejour, qui parle de ce qu'il appelle le cynisme viril, le besoin de faire le mal, MAL, pour être reconnu comme étant un mal. Vous voyez cette injonction, et finalement, à différents moments du parcours des garçons, des adolescents ou des hommes, se rappellent finalement à cette violence. Et que si on n'est pas capable d'exercer soi-même cette violence, on subira cette violence. Sujet, donc, comment intégrer alors, ce qu'on appellerait des valeurs féminines, c'est-à-dire des nouvelles valeurs, l'empathie, le respect des autres, le dialogue. Finalement, c'est des règles de bon sens, hein, des règles de société. Comment pouvoir valoriser dans les référentiels de management, dans les formations, tout en sachant que cette question de l'empathie, de l'écoute, est une valeur qui est une valeur montante, mais on sent que les hommes ont du mal, en tout cas, à intégrer ces valeurs. Et quand les entreprises proposent des formations sur le sujet, on a pu constater que ceux qui s'inscrivaient à ces actions de formation, c'était les femmes, et ce n'étaient pas ceux qui en avaient le plus besoin. Le sujet de l'égalité nous amène à un sujet pas plus fondamental, mais tout à fait passionnant, qui tourne autour des fragilités, des vulnérabilités. Pendant très longtemps, on considérait que la femme était fragile parce que vulnérable. Il fut un temps où le fait d'avoir ces règles ne lui permettait pas de prendre des responsabilités. Aujourd'hui, c'est la parentalité, mais bientôt, ça sera les aidants, c'est-à-dire la prise en charge de ses parents. Mais que si on analyse les choses, tous les individus auront à un moment donné de leur vie des éléments de fragilité. Ça peut être un divorce, ça peut être une addiction au jeu, des pratiques de surendettement. Soit l'entreprise accepte le fait que ses salariés, quelle que soit leur situation professionnelle, familiale, leur parcours, auront des fragilités. Et à ce moment-là, on ne va pas les rejeter. On va plutôt intégrer ces fragilités et en faire, je dirais, non pas un outil de performance, mais en tout cas une réflexion collective et faire en sorte que l'entreprise performante intègre ces fragilités individuelles. C'est toute la réflexion sur le care management. Il y a des réflexions tout à fait passionnantes sur ce concept de care management. Voilà. Alors là, le sujet est plus classique, parce que je pense qu'il ne me reste plus quelques minutes où j'ai dépassé. Donc c'est toute la question de la parentalité. Bien évidemment, c'était peut-être le sujet le plus facile à traiter. Je l'ai mis pour la fin. C'est vrai qu'on a beaucoup intéressé les hommes aux questions d'égalité par la parentalité, en leur permettant finalement d'avoir une vie de famille. Mais vous avez vu que l'implication des hommes allait très au-delà. Donc très clairement, les hommes doivent s'autoriser à avoir une vie de famille. Point peut-être de réflexion pour un réseau comme le vôtre. Pendant très longtemps, et ça reste encore vrai, la parentalité masculine ou la promotion était plutôt l'affaire des grandes entreprises ou en tout cas des salariés du secteur privé.
Aujourd'hui, nous abordons cette question de la parentalité pour d'autres sphères. Oui, les salariés prennent leur congé de paternité, oui, les cadres prennent leur congé de paternité. Quid des dirigeants de PME, TPE, quid des artisans? Et là, nous nous rendons compte que nous sommes encore dans ce qu'on appelle, nous, un modèle sacrificiel du pouvoir, à savoir que quand on est dirigeant d'un parti politique, d'une collectivité, d'une TPE, d'une entreprise artisanale, eh bien, il n'est pas pensable d'avoir une vie de famille quand on est un homme. Et d'ailleurs, il n'y a aucune réglementation qui permet, ou très peu, à ces hommes de prendre un congé de paternité. Et on est dans un modèle sacrificiel où on considère qu'on doit être disponible 24 heures sur 24 pour son entreprise. Et il y a une sorte de fatalité, et je dis ça même pour les femmes chefs d'entreprise, maintenant que nous avons créé notre entreprise, il n'est pas possible effectivement d'avoir une autre vie, notamment une vie familiale. Ça, c'est une réalité qu'on a pu observer. Et dès lors qu'on a cette pratique de la non-parentalité quand nous avons des dirigeants jeunes, imaginez ce qui se passera quand ces dirigeants passeront la main et qui seront dans cette logique de transmission. Un chiffre, mais qui reste encore à vérifier, quand les TPE-PME, quand les dirigeants de PME prennent leur retraite, 50% de ces PME déposent le bilan dans l'année qui suit. Pour une raison simple, c'est que ces dirigeants n'ont pas préparé leur succession, n'ont pas voulu anticiper, n'ont pas pu ou voulu anticiper finalement ce qui sera un après-pouvoir. Et là, on se retrouve à la fois dans un modèle sacrificiel. J'ai tellement investi que de toute façon, personne ne pourra investir autant que j'ai investi. Et donc, après moi le déluge, c'est comment je transmets ou je ne transmets pas. Et pour vous donner un exemple, on avait, avec un observatoire, un universitaire, interrogé des patrons du CJD, qui, comme vous le savez, sont des jeunes patrons engagés. Il n'y avait que 30% des patrons du CJD, donc de jeunes patrons, qui prenaient un congé de paternité, qui n'est que de 10 jours alors qu'ils avaient la possibilité de le faire. Bon, accessoirement, et quand vous discutiez avec eux, ils vous expliquaient « je ne peux pas m'arrêter 15 jours, c'est pas imaginable. Une femme dirigeante, elle pourra prendre 4 mois de congé, un homme ne peut pas s'arrêter 15 jours. » On est encore dans un modèle où effectivement, il n'est pas pensable de déléguer, ça n'est pas réalisable, pour autant, quand on s'exprime, quand on discute avec des dirigeants de PME, on arrive à trouver à droite à gauche, alors de manière marginale, des dirigeants qui se sont dit « je ne suis pas indispensable, ma responsabilité c'est d'organiser des systèmes de délégation, parce que si un jour ça va mal, j'ai un infarctus, etc., ma responsabilité c'est de faire en sorte que l'entreprise puisse me survivre. Et donc je dois m'organiser, anticiper toute cette pratique finalement de la transmission. Voilà, et je dis ça parce que pour ceux qui ont à travailler sur la question d'égalité, notamment dans les TPE, on ne peut pas imaginer mettre en place une politique d'égalité ou avoir des dirigeants ouverts aux préoccupations de leurs salariés. Quand vous avez une secrétaire qui vous annonce qu'elle prend un congé de maternité, quand vous avez un homme qui ceci, cela, on est dans un modèle, je dirais, où on est investi 70 heures, 80 heures par semaine. Comment accepter d'être dans l'empathie, la bienveillance par rapport à ces salariés qui, eux, ne sont pas dans ce modèle dit sacrificiel? Parce qu'on n'a pas imaginé cette possibilité de délégation. Mais ça veut dire anticipation, organisation. Et donc derrière, c'est les questions d'exemplarité, donc de réflexion. Vous voyez bien qu'en abordant cette question de l'égalité, on va très au-delà simplement de la situation des femmes. C'est comment maintenir des emplois dans les entreprises, dans les associations, accessoirement dans les collectivités. Il y a des maires qui ont perdu, je dirais, il y a eu des changements de majorité parce que vous aviez des maires, je pense à un maire de la région Île-de-France, il était 75 ans, 4e mandat, qui vous expliquait qu'il n'avait pas encore terminé sa mission à la tête de sa municipalité. Mais vous avez aussi des chefs d'entreprise qui, à 65, 70 ans, ont du mal à se projeter dans l'après.
Accessoirement, le jour où ils prennent leur retraite, il y a des tensions au sein du couple, parce qu'à ce moment-là, vous avez autour de vous, et moi j'ai eu des exemples, où là, à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui n'a jamais eu qui ne s'est jamais investi dans la vie familiale, dans la sphère privée, et que vous retrouvez, je dirais, désinvesti. Donc vous voyez que cette question de la délégation, nous avons intérêt à nous la poser pendant que les personnes sont en activité. Voilà, donc là je termine. Donc c'est aussi une manière de réinterroger les pratiques d'organisation, parce que dans les organisations patronales, associatives, syndicales, on est systématiquement dans un modèle de sacrificiel, de cumul des mandats. Plus on confond compétences et le fait d'associer des mandats, finalement, un élu qui va être promu, c'est un élu qui est dans tel cas, effectivement, quand vous regardez les CV, c'est assez impressionnant, mais c'est vrai aussi pour les organisations professionnelles. Il fut un temps où, pour être dans un conseil d'administration, vous disiez « Ah, mais on ne peut pas mettre une femme parce qu'elle n'est pas dans un conseil d'administration ». Donc c'était effectivement le serpent qui se mordait la queue, c'est que c'était sans fin. C'est-à-dire que la compétence était liée au fait d'avoir déjà toute une série de mandats. Donc cela excluait toutes les personnes qui commençaient, ou en tout cas qui ne voulaient pas s'inscrire dans ce modèle dit sacrificiel. Voilà, je n'ai pas le temps de traiter la question de comment faire en sorte que les hommes eux-mêmes s'impliquent. C'est aussi les amener à s'exprimer sur ces questions-là. Je dis ça parce que quand j'interviens dans des conférences, on a toujours finalement des témoignages passionnants, personnels de femmes. Je n'ai quasiment jamais entendu des hommes exprimer des situations personnelles. C'est toujours « Ah, j'observe que dans ma collectivité, que dans mon entreprise, en tant que RH ». Mais la question finalement d'exprimer ce que pourraient être des fragilités, une souffrance, des difficultés, les femmes l'expriment sans trop de difficultés. Accessoirement, on les amène d'ailleurs facilement sur ces questions-là. Et pour mettre une dernière note d'humour, je reprends l'interview d'une femme journaliste dans un grand hebdo, c'était en l'occurrence Paris Match. On a interrogé une navigatrice. Comment s'est passé le départ? Et Ruban, votre fils, il n'a pas trop pleuré en vous voyant quitter le quai? Vous prenez part à la course la plus dangereuse du monde. Être mère ne vous a pas calmé? Êtes-vous prête à prendre autant de risques qu'avant? Et votre compagnon, le navigateur, il ne grimace pas de vous voir quitter le foyer? On a un instrument de surprotection quand on vient de donner la vie. Vous ne culpabilisez pas de laisser votre bébé durant 3 mois? Quand même, 3 mois sans sa mère, c'est beaucoup. C'est authentique. 15 questions posées à la navigatrice, peu importe savoir si c'était effectivement les conditions de la course, etc. Toutes les questions, vous avez abandonné votre enfant, voire même, pour un sponsor, n'est-ce pas un handicap de soutenir une jeune maman? Vous voyez, culpabilisation maximale sur les femmes. Est-ce que vous imaginez qu'on aurait osé poser ces questions, effectivement, à un décideur masculin? Voilà. Donc j'ai eu effectivement accompagné des entreprises qui étaient entre 60 jusqu'à 3000 collaborateurs, donc des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Et là, on est vraiment aussi vraiment beaucoup sur la représentation qui peut être un frein. Et parfois, les freins étaient plus fréquemment exprimés par les femmes DRH, finalement, que par les hommes. Donc là, c'était souvent, enfin, ça a été assez étonnant pour moi dans un premier temps, de voir comment, lorsque j'abordais ces questions, c'était d'abord « Oh, mais nous, on n'a pas de problème, il n'y a que des femmes ». Alors déjà, quand il n'y a que des femmes, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ou alors, quelquefois, dans des organisations un peu plus institutionnelles, le représentant qui est un homme se targue effectivement d'avoir énormément de femmes, qu'effectivement tout va bien. Et puis on se rend compte qu'effectivement, les femmes qui occupent les postes, en tout cas, ne sont pas forcément des postes qui sont à des niveaux très élevés de la hiérarchie. Donc ça, on le retrouve également beaucoup. Dans l'égalité professionnelle, il y a effectivement, ce que disait M. Fatou, des domaines d'action que vous devez choisir, que l'entreprise doit choisir. Et aujourd'hui, enfin, depuis décembre 2012, la rémunération est obligatoire. Donc c'est un choix qui est plutôt contraint. Systématiquement, dans les propositions qui sont faites, il y a, on note quand même régulièrement des écarts. Alors,
c'est pas forcément une discrimination consciente qui a été relevée. C'est simplement que les femmes occupent des postes qui sont essentiellement sur des fonctions support, les hommes sur des fonctions techniques qui sont systématiquement plus valorisées. Et donc même si vous entrez au même moment, donc j'ai accompagné dernièrement une entreprise. Voilà, il n'y avait pas de discrimination, en tout cas évidente, mais sur un poste équivalent de Bac+2, eh bien, une femme allait rentrer sur une fonction d'assistanat commercial, et puis un homme sur un poste de technicien fluid care, enfin voilà, sur des lubrifiants, qui est le cœur de métier de l'entreprise. Et puis quand on regardait à 1 an ou à 18 mois après, eh bien, on voyait que l'homme avait déjà évolué et progressé dans son poste, et puis la femme, qui était entrée au même moment que lui, était finalement restée capée à son poste, et il n'y avait pas d'évolution possible. Donc là, on a essayé de travailler sur est-ce qu'il y a des passerelles possibles, justement, de mobilité avec les périodes de professionnalisation. Donc c'est sur des choses comme ça que je vais essayer de faire bouger les lignes dans la mesure du possible avec les entreprises. C'est quelle forme de mobilité on peut mettre en place en interne pour inviter des femmes à aller sur des métiers dits techniques ou plus masculins, et inversement, sur des hommes qui, à un moment donné, pourraient embrasser également des fonctions support. Et c'est lorsqu'il y aura des hommes et des femmes qui sont également des rôles modèles dans des métiers qui sont très fortement sexués par l'un ou l'autre sexe, qu'on va pouvoir changer un petit peu la donne. Et donc, c'est vraiment une logique de petits pas. Une des choses que j'essaye de faire aussi, dans les domaines d'action, il y a le recrutement. Donc, on a beaucoup aussi choisi ce domaine d'action pour justement favoriser cette mixité des métiers. Très souvent, on s'est rendu compte qu'il y avait une très faible porosité, et puis des métiers qui étaient très féminisés ou très fortement masculinisés. Et donc là, l'idée, c'est au-delà de sensibiliser effectivement les managers. Alors moi, je titille souvent, mais je leur dis, est-ce que ça pourrait pas aussi faire partie de leur évaluation en tant que manager, de leur capacité à faire progresser les collaborateurs, hommes, femmes, avoir aussi ces éléments-là d'appréciation en tant que manager, et qu'on ne soit pas uniquement sur des performances chiffrées, mais également sur des performances de capacité à mener ses équipes et à les faire monter en compétences. C'est normalement le rôle d'un manager. Bon, ça rencontre pas forcément encore beaucoup d'écho, mais ce sont des choses, il faut vraiment s'inscrire, je pense, dans une logique de petits pas pour qu'on puisse faire changer les mentalités de plus en plus. J'invite aussi les entreprises à jouer un rôle RSE, même si elles ne sont pas forcément inscrites dans ce schéma-là, en disant, pour pouvoir mixer les métiers, pour pouvoir effectivement impliquer des femmes ou des hommes dans des fonctions très fortement masculinisées ou féminisées, c'est de jouer effectivement ces rôles modèles et d'aller dans les écoles pour porter, entre guillemets, la bonne parole. C'est comme ça que des filles vont pouvoir s'identifier quand elles vont voir une femme issue du secteur BTP, qui travaille dans des grues, qui conduit des chantiers, des gros chantiers, etc., parler avec passion de son métier, comme de la même façon aller rencontrer un homme, un maïeuticien ou un sage-femme. Un sage-femme. Vous voyez, moi-même, je dis maïeuticien, parce que j'en ai rencontré un qui et donc voilà, c'est vraiment ça qui va permettre aussi d'identifier et de permettre de se dire, d'oser, d'aller sur ces métiers-là pour éviter tout ce que vous avez évoqué un petit peu en avant. Et puis c'est aussi permettre aux pères de prendre le congé paternité aujourd'hui, il est quasiment acquis, qu'on soit de l'ouvrier à l'employé, au cadre sup, même au CODIR, il est quasiment pris, en tout cas dans toutes les entreprises que j'ai accompagnées, et c'est étonnant, c'est intéressant parce que même au CODIR, ils l'ont pris. Donc ça, c'était chouette. Ça, c'est des questions d'exemplarité, effectivement. Ça, c'était vraiment important, voilà. Si on l'a. En revanche, quand on parlait du maintien du salaire, plus on est sur un salaire élevé, plus là, ça coûte à l'entreprise. Et voilà, ça, c'est quelque chose sur lesquels elles ont encore du mal à aller. Oui, mais ça va me coûter. Oui, mais bon, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire bouger les lignes. Donc, voilà, ce sont des choses comme ça. La prise de temps partiel aussi. Alors, moi, c'est vrai que c'est consternant d'entendre ça aujourd'hui en 2014. En revanche, je pense qu'il y a
un mouvement qui bouge avec la jeune génération. Je travaille pas mal avec les entreprises, en tout cas informatiques, les ESN, les entreprises des services de numérique, où là, j'ai des DRH qui me disent, moi, aujourd'hui, j'ai du mal à recruter, déjà des hommes, encore moins des femmes ingénieurs. En revanche, quand j'ai des hommes, j'ai certains qui me posent des conditions en disant, moi, je veux bien, mais le mercredi après-midi, c'est pour mon fils. Et donc, comme j'ai besoin de ces compétences, je vais le prendre quand même. Donc, c'est par ce biais-là qu'il y a des choses qui peuvent bouger, parce que ça fait partie aussi des conditions dans les recrutements de « moi, je veux bien, mais j'ai besoin à 18h ou à 17h d'aller chercher mon fils, etc. » Donc, des jeunes parents, en tout cas sur des niveaux de formation initiale assez élevés, ont des exigences plus fortes et les expriment. Et c'est là où on sent une différence avec d'autres générations comme les nôtres qui l'expriment moins, mais qui, pour certains en tout cas, pouvaient en avoir envie, mais ne l'exprimaient pas. Ça, c'est quelque chose que... Alors, c'est sur vraiment un microcosme, un tout petit nombre d'entreprises que je rencontre par an, donc 100 à 200 entreprises, mais ce sont des choses que je commence à entendre et qui me laissent penser qu'en tout cas, voilà, les choses peuvent bouger. Donc, je vais arrêter là et puis on aura l'occasion d'en reparler au cours du dîner. J'en profite juste avant de vous le rendre, parce que là, on est quand même peut-être une trentaine. Il y a une chose dont il ne faut pas se priver en parlant de visibilité pour les femmes, c'est d'utiliser les métiers au féminin. Bonjour les chirurgiennes, les directrices, les grutières et les maçonnes. Et je le dis d'autant plus que j'ai un certain nombre de mes collègues femmes directrices qui se mettent directeur sur leur carton. Et ça, c'est vraiment gonflant. Comment est-ce qu'on veut que les filles se projettent après dans ces métiers-là ? Effectivement, à titre personnel, j'ai encore du mal à comprendre que certains de nos correspondants sur des fonctions RH mettent dans leur carte de visite directeur, parce qu'ils disent si je mets directrice, je ne suis pas reconnu comme mes collègues. Donc ça, c'est un élément de questionnement pour moi.